Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette vidéo review du mois de juin, la lecture du mois de juin. Et mine de rien, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé juste vous et moi, sans, sans personne, sans néophyte, sans FAQ accompagné. Donc on a quand même, je crois, 8 ou 9 livres. Mais voilà, il y en a certains qui sont un peu éloignés dans mon esprit parce que c'était au tout début du mois, voire à la fin du mois dernier. Et au contraire, il y en a que j'ai terminé hier soir. Donc voilà, c'est un peu réparti bizarrement, mais je prends un plaisir à vous en parler, j'espère que vous allez prendre le même plaisir à m'écouter. C'est parti. Et c'est évidemment accompagné de mon petit café que je vais vous présenter le premier de ces livres, Les Tortues Ninja tome 2, La chute de New York, partie 1. Vous le savez, une fois par mois, je lis mon épisode des Tortues Ninja, on en est au tome 2. C'est évidemment toujours édité chez iComics, et surtout on retrouve l'équipe qui fait la réputation maintenant de TMNT. Enfin, Eastman, Tom Waltz et Santoluco au dessin. Ça y est, on a la Dream Team. On peut commencer enfin les Tortues Ninja à proprement parler. Vous l'avez vu dans la FAQ, le tome 1 a été probablement une de mes plus grosses déceptions comics. J'ai eu un peu peur au début, je vais pas vous mentir. Pour vous montrer une planche de ce à quoi ressemblait le début. Voilà. Je sais qu'il y a des dessins qui sont comme ça, c'est peut-être dans le Classics. Je sais plus. Je sais que c'est des dessins qui sont propres à Tortue Ninja. Je suis pas très fan de ça. Mais de quoi ça parle Tortue Ninja tome 2. Dans la première partie, on va retrouver Casey Jones qui a été enlevé et les 4 tortues vont partir à sa recherche. On est déjà dans une violence assez extrême pour de la Tortue Ninja, franchement. Et surtout Shredder qui nous prouve encore une fois qu'il est le vilain des TMNT, que c'est lui qu'on a envie de suivre. Donc c'est toujours un plaisir de le retrouver. Dans la deuxième partie, bah, c'est plus Casey Jones qu'on va aller chercher, mais Leonardo, qui a été lui aussi kidnappé par le clan Foot. Donc l'histoire me prouve une fois de plus que je suis beaucoup plus fan du côté urbain des tortues, qu'on retrouve là-dedans, après un tome 1 assez désastreux à ce niveau-là. On retrouve le côté urbain, c'est trop cool, il y a de l'enquête, il y a tout ce qu'on aime par exemple dans un Daredevil ou dans un Batman, on peut le retrouver facilement ici. J'essaye de vous trouver des planches qui spoilent pas trop, pour vous montrer à quel point c'est quand même assez fantastique en termes de dessin. Hop, alors, j'espère que je cadre bien. Tac, j'ai vu que je m'approchais pas assez d'habitude. Voilà, là on retrouve le trait qui fait qu'on reconnaît chaque tortue et c'est assez fantastique. C'est quelque chose qui m'avait déjà plu dans l'histoire secrète du clan Foot. Ils ont des expressions qui sont hyper humaines et j'adore. Franchement, j'adore. Et on continue avec les suites, puisque ce mois-ci a été marqué par pas mal de suites, quelques nouveautés aussi. Mais on a continué Jupiter's Legacy tome 2. Alors j'étais persuadé de vous en avoir déjà parlé. J'espère que je vais pas me répéter, que je l'ai pas déjà dit dans une vidéo, mais il me semble pas. Donc ça, je l'ai lu pareil à la fin du mois dernier, je pense. Ça fait un bon moment. L'histoire. Donc on retrouve Hutch et Chloé qui donc fuient ce nouveau groupe de super-héros. Et pour pouvoir mener le combat, vont aller recruter d'anciens super-vilains. C'est vraiment top, on a une vraie guerre des idéaux qui se prépare. Guerre des idéaux marquée, ça se voit, par le terrorisme. Clairement, on est dans les années 2000. Il y a eu l'attentat de 2001 qui est encore dans toutes les têtes, notamment dans celle de Millard. Donc c'est un tome qui résout tout ce qu'il a mis en place. C'est très bien amené. Les dessins, bah, on est toujours sur Quietly, hein, il fait toujours le même taf, ça marche très bien. Encore une fois, on est dans un récit assez pessimiste et les dessins accompagnent ça très bien parce qu'ils sont pas très beaux. En tout cas, les personnages sont pas très beaux. Les dessins, ça va, mais les personnages sont pas très beaux et ça marque toute la noirceur du récit. J'aime beaucoup. Et en même temps, on est toujours dans des décors très vides, très sobres, très peu de détails dans les images. Ça se passe voilà, un moment dans le désert, un moment dans la ville, un moment dans le ciel. À chaque fois, on a très peu de décors. J'ai passé un bon moment à lire Jupiter's Legacy. J'ai encore Jupiter's Circle que j'ai pas commencé ce mois-ci. Donc le tome 0, le prélude. On a certaines conclusions qu'on voit un peu venir. Mais en même temps, il faut bien conclure le livre. On peut pas essayer de surprendre le spectateur tout le temps, mais il y arrive quand même. Sur certains points, on prend des gros coups de poing dans la gueule, des gros uppercuts sur le destin de certains personnages. Donc ça, c'est vraiment top.
Si vous avez vu la série, en plus, bah là, vous n'allez pas être spoilé du tout parce que rien de ce qui se passe dans la série est là-dedans. Là, c'est totalement inédit par rapport à l'adaptation. Donc, franchement, là-dessus, bah, c'était trop bien de pouvoir découvrir sans a priori ce tome 2. Je vous l'ai dit, Mark Millar, bah, j'ai adoré Jupiter's Legacy. Vous l'avez vu dans la vidéo achat, je me suis procuré Kick-Ass, une de ses œuvres phares. Kick-Ass, c'est l'histoire de Dave. Une personne comme vous et moi, un ado, un peu en retrait, un peu invisible, geek principalement, c'est un geek. Il a des potes geeks, il lit des comics de geeks. Bref, ça pourrait très bien être vous ou moi, sauf que lui, il a une idée un peu farfelue, celle de devenir un super-héros. Attention, c'est pas un récit à mettre entre toutes les mains, puisque d'un coup arrivent Big Daddy et Hit Girl, deux personnages un peu plus super-héroïques, mais très violents, qui n'hésitent pas vraiment à massacrer les mafieux. Au niveau des dessins, on retrouve John Romita Jr. Honnêtement, il y a pire, il y a mieux. Voilà, si je vous montre. Là, je vous montre des dessins plutôt civils, plutôt à l'école. Très classique. Je trouve que c'est ce trait-là qui permet à Romita Jr. de basculer entre les deux. Et en costume, ça donne ça pour Kick-Ass. Quant à Big Daddy et Hit Girl, c'est ça. Hop, et bah parfait. Je peux même vous les montrer derrière pour illustrer mon propos, parce que autant j'adore les dessins, autant je trouve qu'ils sont un peu exagérés. On a un Kick-Ass qui dans le costume fait vraiment brindille, et au contraire on a Big Daddy qui a un vrai tas de muscles, un vrai monsieur colosse. Et autant c'est pas dérangeant, autant ça donne un aspect comme si c'était Dave qui dessinait. Vous savez, avec ses yeux, avec sa vision subjective de ce qui se passe. Il se percevrait comme un gringalet. Et au contraire, Big Daddy, la montagne de muscles. Les effusions de sang, par exemple, elles sont également absolument abondantes. Ça se voit sur la couverture même. Ça se voit, Millar, il écrit pour le cinéma. Si bien que ce comics a été adapté au cinéma avant même d'être terminé. Ça s'est fait en fait en parallèle. Et ça se voit. Parce qu'on m'aurait dit que ce comics était un storyboard, que j'y aurais cru en fait. Clairement, le début, c'est un flash forward, et c'est le même que dans le film d'ailleurs. Si vous connaissez pas, avec, je sais pas si vous vous rappelez du film, mais on a ce personnage-là qui saute du toit, puis qui casse, qui nous ramène dans le présent. Est-ce que j'ai préféré le livre, est-ce que j'ai préféré le film d'ailleurs? J'ai presque envie de vous faire un concept là-dessus à chaque fois, un comics, un film, et vous dire ce que j'ai préféré et pourquoi. Ici, j'ai préféré le film, vraiment très légèrement. Parce que déjà, il y a quelques corrections, je trouve, par rapport aux comics. Notamment, le personnage de Dave, il n'est pas très intéressant. Aaron Taylor Johnson lui rajoute un vrai plus, pour le coup. D'ailleurs, c'est pareil pour Hit Girl. Au niveau du design de Big Daddy, on prend Nicolas Cage, qui est un peu plus svelte, un peu plus humain. Ça, c'est encore dans le but d'ancrer ce récit dans une réalité. Dernier reproche que je ferais à la fois au comics et à la fois au film, mais vous me corrigerez si je me trompe, ça fait un moment que j'ai pas vu le film, le costume de Kick-Ass. Dans le comics, je sais pas si c'est le cas dans le film, mais dans le comics on nous dit que c'est une combinaison de ski. Enfin, un dessous de combinaison de ski. Pourquoi pas. Mais en fait on nous montre pas comment il se le procure, etc. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que dans cette quête de devenir un super-héros, je trouve qu'une des étapes les plus importantes, c'est de choisir son costume. Et c'est quelque chose que Sam Raimi nous montre très bien dans le premier Spider-Man. Et j'aurais aimé une tenue un peu comme Peter dans le film. Avec vraiment ce qu'il avait sous la main. Une cagoule par-ci, un jogging par-là, et arriver à se faire comme ça un costume. J'aurais préféré. Bref, il y a pas mal de flou, alors que je trouve que c'est vraiment une partie importante qui aurait pu être développée. Bref, à part ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je comprends pourquoi certains m'ont conseillé quand j'ai dit que j'aimais bien le trait de Millar. Donc voilà, c'était Kick-Ass. Avant de passer à la suite de cette vidéo, bon, vous l'avez vu, petit faux raccord. J'ai été interrompu, j'ai dû arrêter le tournage. Je le reprends, au calme. L'occasion pour moi, dans cette micro-pause, de vous demander de vous abonner, évidemment, je sais. Je commence à le faire dans toutes les vidéos parce que je vois que beaucoup n'y pensent pas forcément. Vous êtes 50% à être abonné à cette chaîne quand vous regardez la vidéo. Les 50 autres pourcents ne le sont pas. Si jamais ça fait 1, 2, 3 vidéos que vous regardez sur ma chaîne et que vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Rien que le fait d'être là, déjà, c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir. Et il est froid du coup. Et on passe à un très gros morceau. Vous avez été un nombre incalculable
de personnes à me dire de me procurer ça, que c'est le livre pour les néophytes. Je parle de Justice League, l'intégrale, évidemment écrite par Jeff Jones. Alors, qu'est-ce que nous raconte ce tome 1 ? Évidemment, c'est un tome 1, il va nous présenter la création de la Ligue de Justice, de la Justice League, composée donc de Superman, Cyborg, Green Lantern, Flash, Aquaman, Batman et Wonder Woman, qui vont s'unir contre une menace. Évidemment, la menace, vous la connaissez, Darkseid arrive sur Terre. Évidemment, ça prend pas tout le tome 1. On continue ensuite avec quelques zooms sur des personnages, notamment Steve Trevor, qui est mis en avant. Le Love Interest de Wonder Woman. Concernant Wonder Woman, on a également un arc avec Cheetah. Enfin, on a un arc sur l'Atlantide pour Aquaman. Va se poser aussi la question de recruter des nouveaux membres, très rapidement. Et c'est un passage que j'aime beaucoup, notamment le passage sur Green Arrow. C'est un livre qui donne le vertige, en fait. Cette Ligue de Justice, elle est incroyable. Clairement, c'est des êtres incroyables. Ils sont là, ils ont une puissance phénoménale, et en même temps, on nous montre ces êtres célestes pour certains, et en même temps des arcs qui sont très terrestres. Steve Trevor, qui est leur contact, est un personnage très humain. Et c'est le cas pour plein de personnages comme ça qui nous ramènent à la réalité. Sur le dessin, c'est évidemment Jim Lee, mais j'étais assez impressionné en ouvrant la première page de constater qu'en fait, c'est une équipe de plusieurs personnes. Mais en tout cas, le duo qui est mis en avant, c'est Jeff Jones et Jim Lee. Donc évidemment, ça fait rêver. Voilà à quoi ressemble Batman. Voilà, qui vient casser des gueules. Ah, c'est incroyable, hein. Si vous avez toujours pas lu Justice League, clairement, c'est une lecture à pas rater. Et en parlant de lecture à pas rater, parlons d'une suite, non pas chez DC cette fois-ci, mais chez Marvel. Effectivement, Daredevil, l'Enfer, donc c'est le tome 3, publié chez Panini. Vous savez, gros coup de cœur sur cette série, Zdarsky et Ghetto. Et dans ce tome, qui est probablement un de mes préférés depuis le début, donc on va suivre en parallèle Matt Murdock, qui n'est plus Daredevil, qui va essayer de retrouver comme ça une vie à peu près saine, mais en même temps qui continue de vouloir être un super-héros. Donc c'est encore une fois toute cette dualité de Daredevil. Mais de l'autre côté, encore plus intéressant, on a toute une histoire autour de Wilson Fisk. Wilson Fisk, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, a décidé de raccrocher le costume du caïd. Il est donc maire de New York, et il va être à cette occasion invité quelque part, je vous dis pas, voilà, avec des gens peu fréquentables, et va ressortir sa vraie nature. Et c'est incroyable. Au niveau des dessins, Keketo, toujours au top de sa forme. Il nous fait des jeux de lumière et d'ombre qui sont absolument fantastiques. Les effets comme ça, hop, de vision en perspective de Daredevil, c'est absolument fantastique. Si vous n'êtes toujours pas convaincu par le run de Zdarsky, je peux plus rien faire. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Ce que j'en ai pensé, c'est hyper spécial parce que, encore une fois, je vous ai dit, c'est en parallèle. À la fois, on a Daredevil qui essaye de ranger son costume de Daredevil, mais qui en même temps va avoir des cicatrices super héroïques. De l'autre côté, on a Wilson Fisk qui range son costume de caïd et qui a des cicatrices, mais criminelles. Et ce personnage de Wilson Fisk, dans ce run, il me fait énormément penser à celui de Donofrio dans la série Daredevil. Beaucoup plus humain, on a tendance à s'attacher à lui. Et c'est quelque chose que j'ai adoré dans ce run de Zdarsky, hein, sur tout le run, c'est le côté humain, le côté attachant. Bref, ce tableau, ce double tableau, ce diptyque, il est clairement incroyable. Zdarsky, pour moi, c'est vraiment son point fort, que ce soit là-dessus, que ce soit dans Spider-Man Histoire d'une vie, c'est arrivé vraiment à humaniser ces figures super-héroïques qui existent depuis des dizaines d'années, on croit tout savoir d'eux, et finalement, on sait très peu sur leurs alias, et ils travaillent beaucoup ça. Et moi, c'est ce que j'aime dans les comics. Pour l'instant, j'attends le tome 4 avec une impatience folle. Ah, passons au plus intéressant. Pour vous, pas pour moi. Vous savez, je pensais qu'il y avait 3 catégories de comics pour moi. Ceux que j'aime pas. Voilà. Bonjour The Weatherman. Il y avait ceux qui me laissent indifférent. Ça me fait chier. Et puis t'as ceux que j'aime bien. Ou que j'aime beaucoup. Que je range dans cette catégorie un peu coup de cœur. Mais alors, je pensais pas qu'il y avait une 4e catégorie. Mesdames et messieurs, nommés dans la catégorie je n'ai pas réussi à les finir, The Old Guard tome 1. Alors pourquoi est-ce que je l'ai pris ? Vous vous en doutez, c'est toujours dans cette idée de lire les comics qui ont été adaptés. The Old Guard a été adapté en 2020 par Netflix et a donné un chef-d'œuvre. C'est faux.
C'est faux, c'est un film complètement à chier. The Old Guard, de quoi qu'est-ce que ça cause? Ça nous raconte l'histoire de Andy, Andromaque, qui est une immortelle, qui fait partie d'un groupe d'immortels, un groupe de mercenaires immortels, qui va voilà, louer ses services au plus offrant pour aller massacrer des gens. Ouais, mais alors ça tourne vite en rond. Grosso modo, ce qu'on va apprendre dedans, c'est que quand t'es immortel, et bah tous ceux que t'as connus dans ta vie, ils meurent avant toi. Comment ça, vous le savez déjà? Y a rien d'original dans cette histoire. Merde, c'est plat. Tu sens que le gars, il a eu une idée, une fulgurance comme ça, il s'est dit putain, des mercenaires immortels, ça serait fou. Et après, il a pas su quoi raconter à propos de ça. J'étais curieux, hein, j'y suis allé avec bienveillance, je l'ai pas terminé. Si je vous montre les planches, je pense que certains peuvent aimer. Je vais vous dire, c'est pas mon cas. Je trouve ça fade. Je trouve que les dessins sont assez jolis en soi, mais ils ont rien à foutre dans cette histoire. Ils sont inadaptés au style. Et le seul point que j'arrive à relever, que j'ai bien aimé, parfois, c'est le découpage, qui peut être cool. Voilà, quand on a du découpage comme ça, bon, c'est du déjà vu, mais c'est pas non plus impossible. Je me rappelle d'une planche où la fumée de la cigarette se transforme petit à petit en une case. Pourquoi pas? Mais c'est vraiment histoire de retrouver quelque chose à dire de The Old Guard. Essayez. Je peux même pas dire que j'ai moins aimé que The Weatherman. Mais The Weatherman, il y avait ce côté j'aime pas et je veux comprendre pourquoi. Je vais aller plus loin, je vais essayer de mener cette réflexion et ça me poussait à lire le premier, ça m'a même poussé à lire le deuxième. Là, au bout d'un moment, j'ai fait le tour et j'ai dit d'accord, juste je me fais chier, j'arriverai pas à le terminer et j'ai pas besoin de comprendre pourquoi, je le sais. Voilà. Alors lui, j'ai terminé. Venom tome 4, encore une histoire en deux parties. Deux parties liées à deux events de chez Marvel. Vous allez comprendre. Première partie liée à War of the Realms, la guerre des royaumes. Dans cette première partie, on va revenir sur Eddie Brock, qui est donc avec Dylan, son fils, et dépourvu de son symbiote. La venue de Malekith va également faire venir une sorcière sur Terre qui va proposer à Eddie un cristal, un cristal magique, qui a la compétence de transformer ce cristal en n'importe quelle arme. Vous l'avez compris, c'est évidemment un prétexte pour que Eddie Brock redevienne Venom. J'ai bien aimé parce que le symbiote, il devient une sorte d'anneau de Green Lantern. Vous voyez? En fait, c'est le porteur qui décide ce qu'il devient. Et la seule limite, c'est l'imagination. Comme un Green Lantern. Pour la deuxième partie, c'est consacré à Absolute Carnage. Absolute Carnage, l'event de Kate, pour le coup. Et c'est le côté un peu plus chiant du récit. On va retrouver Andy Benton. Andy Benton, je crois que c'est ça. Alors, on va retrouver Andy Benton, donc ancienne porteuse du symbiote sous le nom de Mania, qui fait des cauchemars depuis qu'elle est séparée de son symbiote. Et l'un de ces cauchemars s'avère être Carnage. Mais seulement, c'est pas un cauchemar. Carnage est bien là, il est bien décidé à la buter et à buter tous les anciens porteurs de symbiote pour son nouveau dieu. Le problème, c'est que dans les intégrales Venom, c'est déjà le deuxième prélude à Absolute Carnage. Ça me fait chier. Mais à la rigueur, si c'est dessiné par Stegman et scénarisé par Cates, je dis pas non. Mais là, on a Bunn, Coelho et Albuquerque. Pourquoi? Quand j'achète ça pour Cates et Stegman. Alors attention, c'est pas moche. On a des planches qui sont quand même assez cool. Mais c'est pas au niveau de ce que t'attends quand t'achètes ça. Mais écoutez, ça reste une bonne lecture quand même. Je crois que je l'ai préféré au tome 3. Pour les fans du Venom de Cates, je suis pas sûr de vous le conseiller. Je vous risquez pas grand chose à rater et le tome 3 et le tome 4 de Venom. Ça fait déjà 2 tomes sur les 4 qui sont dispensables. J'ai peur de devoir arrêter ce run parce que je vais attendre des grosses intégrales. Et c'est bientôt la fin de cette vidéo, plus qu'un seul livre et pas n'importe lequel. Ça y est, je l'ai fait. Wayne a eu raison de moi, j'ai lu Batman Joker War. Batman Joker War, James Tynion IV, Tony Daniel, Guillem March et Jorge Jiménez. James Tynion IV reprend ici le run de Tom King sur Batman Rebirth. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais résumer ce qui se passe avant.
Donc je vais pas vous spoiler Joker War à proprement parler, mais si jamais vous voulez lire le Batman Rebirth qui se passe avant, vous pouvez passer ce passage de la vidéo. Ceci étant dit, on se retrouve donc avec Batman qui a perdu Alfred. Alfred est décédé. La ville a été mise à feu et à sang mais vient d'être récupérée. Wayne prévoit des projets de construction pour modifier la ville. Donc déjà on arrive sur une première chose très intéressante, c'est que Lucius Fox prend un rôle beaucoup plus important. Et j'aime le voir en manette. J'aime le voir en second Alfred. C'est super cool comme idée. On retrouve de nouveaux antagonistes, dont Punchline, dont le designer également. Le trio de March Daniel et Jiménez, bah ça fait un super taf. Ça fait un super taf. C'est pas un dessin auquel je suis très sensible. C'est un dessin un peu exagéré. Des formes qui sont voilà, qui sont des muscles saillants, des fesses rebondies. Et en même temps, c'est ce que je m'attendais à retrouver là-dedans. Moi, c'est Wayne qui me l'a vendu. Qui me l'a vendu oralement, hein, c'est pas le sien. Il me l'a vendu en me disant tu vas voir, c'est du blockbuster. Et bah, dans du blockbuster, je m'attends à avoir des dessins comme ça. On est dans du gros muscle, donc voilà. Typiquement, si je vous montre ça, bon bah, le costume de Catwoman, voilà quoi. Concernant l'histoire, je vais pas trop vous spoiler, mais disons qu'on retrouve un Batman un peu plus enquêteur, parce qu'il va avoir affaire à plusieurs ennemis à la fois qui vont mettre en place un plan diabolique pour le faire tomber. Et ça, c'est vraiment bien trouvé, le tout chapeauté par ce nouveau personnage qui est le designer. J'ai bien envie d'en apprendre plus sur lui, concernant notamment sa vraie identité, parce que je pense qu'on doit le connaître, honnêtement. Au vu de son design, on voit pas son visage, etc. Je pense que c'est un personnage qu'on connaît. La grosse question, c'est est-ce que ça m'a réconcilié avec Batman? Non pas que j'étais en guerre contre Batman, d'ailleurs vous l'avez vu? Le tableau derrière, c'est un tableau avec plein de covers de Batman, c'est un puzzle que m'a offert Madame Néophyte, et que j'ai pu faire ce mois-ci, j'ai pu faire le puzzle ce mois-ci, j'ai reçu le cadre, donc j'en suis assez satisfait, j'essaierai de vous mettre une photo sur les réseaux, on le voit un peu mieux que ça. Donc, revenons sur Batman. Est-ce que ça m'a réconcilié? Oui. Oui et non. En fait, j'ai juste une facilité à acheter du Batman et beaucoup moins de facilité à le lire. Batman, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas un personnage que j'aime particulièrement. J'aime les histoires qui sont faites autour de lui, parce que souvent, c'est des super grands auteurs avec des dessins incroyables et il y a de vraies idées autour du personnage, mais le personnage lui-même m'intéresse pas tant que ça. Je pense que je vous ferai très vite la review du 2, évidemment. Mais voilà, c'était Joker War. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve vendredi prochain à 18h, toujours sur la même chaîne. Et d'ici là, passez une très bonne semaine, ciao ciao!